Donc, je vais commencer directement par l'hémolyse post-transfusionnelle parce que c'est la complication qui est la plus, on va dire, la plus grave en ce qui concerne les réactions transfusionnelles. Donc, comme on l'a vu, hein, la transfusion est un élément majeur de la prise en charge des patients drépanocytaires. Et en fait, quand est-ce que l'on parle d'hémolyse post-transfusionnelle? C'est lorsque le patient va avoir une majoration de son anémie lorsqu'il a été transfusé et dans les jours qui vont suivre sa transfusion, c'est-à-dire dans les 6 à 10 jours après la transfusion. Donc ça va se manifester par une hémolyse intravasculaire avec les signes vont être des urines très foncées, un ictère conjonctival et puis certainement une reprise de crise vaso-occlusive et ça va être marqué certainement par une diminution rapide de l'hémoglobine A qui vient d'être transfusée. Donc, en fait, il y a dans cette hémolyse post-transfusionnelle deux tableaux extrêmes. Il y a soit simplement une absence de rendement transfusionnel, où là, les patients ne vont pas être hospitalisés, mais ils vont signaler peut-être une crise vaso-occlusive qu'ils vont pouvoir prendre en charge à la maison avec des urines foncées. Et si on examine, on verra une disparition de l'hémoglobine A qui a été transfusée les jours précédents. Et puis, à l'extrême, c'est une défaillance multiviscérale qui peut aller jusqu'au décès du patient. C'est un tableau d'hémolyse intravasculaire avec une crise vaso-occlusive importante et des douleurs diffuses. Et le patient va être dans un état grave et on va devoir l'hospitaliser puisque ça peut aller jusqu'au décès du patient. Donc, le risque immunologique chez le patient drépanocytaire, il est fréquent, beaucoup plus fréquent que dans la population générale, puisqu'on décrit à peu près 20% des sujets drépanocytaires qui vont avoir une réaction immunitaire, enfin des anticorps post-transfusionnels, contrairement à 5% dans la population générale non drépanocytaire. Donc, cette hémolyse va survenir 6 à 10 jours après la transfusion et se manifester, comme je vous l'ai dit, par une crise vaso-occlusive brutale, inexpliquée, puisque le patient est sorti d'hospitalisation, de sa transfusion, bien sans crise vaso-occlusive, puisque c'était le but de cette transfusion. Et, euh, et, et donc, il va falloir, mais ça on va le voir après, surtout éduquer notre patient pour qu'il soit alerté par cet événement qui survient dans les 10 jours après sa transfusion. Dans 70% des cas, on va retrouver, lorsqu'on va faire une recherche d'agglutinée régulière devant ce tableau d'anémie qui nous fait suspecter justement une réaction immunologique, on va, dans 70% des cas, retrouver un anticorps. Mais malheureusement, 30% des cas, pas d'anticorps détectable. Et vous voyez que dans 6% des cas, cet accident peut entraîner la mort du patient. Donc voilà une image qui montre bien la chute de l'hémoglobine A après la transfusion, avec une diminution de l'hémoglobine qui, vous voyez, peut aller jusqu'à moins de 4 grammes d'hémoglobine et bien sûr une augmentation des lactates. Lorsque l'on retrouve un anticorps, c'est dans la majorité des cas la restimulation d'un anticorps. Et pourquoi il y a autant d'immunisation chez le sujet drépanocytaire? Ben, il y a plusieurs explications. Déjà, lorsque les patients sont transfusés en France ou en Europe, très souvent, il y a une différence entre les antigènes de groupe sanguin des donneurs, qui sont eux d'origine caucasienne, alors que les receveurs sont d'origine africaine. Mais aussi, c'est que le sujet drépanocytaire a un état inflammatoire quasi permanent et surtout lorsqu'il est dans une période de crise vaso-occlusive où là l'état inflammatoire va être très important et va peut-être stimuler justement ces réactions immunologiques. Et puis peut-être d'autres facteurs immunogénétiques qu'on ne connaît pas. Mais dans la plupart des cas, c'est une restimulation d'un anticorps, et même si la RAI a été trouvée négative juste avant la transfusion, ça ne veut pas dire que le patient antérieurement a fabriqué un anticorps qui a diminué progressivement et donc a été indétectable par les techniques utilisées. Donc je passe la parole au docteur Baba Fané.
pour les Merci, France. particularités africaines. Ouais, merci, France. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ONG pour l'organisation de ce forum. Alors, donc, ce que vient de dire France par rapport à cette euh, hétérogénéité par rapport aux caucasiens en termes de donneurs et puis des patients de drépanocytaires d'origine africaine. Ce qu'il faut noter en termes de particularité en Afrique, c'est que même avec des donneurs venant toujours de cette population africaine, il y a certaines nuances à faire. Donc, quand on voit, je vais prendre globalement trois systèmes. Le système RH, comme le disait le professeur Pillet, avec la population noire, on a pratiquement 60% des patients, sinon des donneurs de la population, en fait, qui sont R0. Donc, ça veut dire grand C moins, grand E moins et petit C plus, petit E plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a d'autres populations, je n'ai pas la main pour faire ah oui. Donc, on a des donneurs qui seront R1, des donneurs qui seront R'. Donc, vous voyez bien ici que en recevant du sang d'un donneur qui serait R1, on peut avoir la possibilité d'avoir un anti-petit C ou un donneur qui serait R', la possibilité d'avoir un anti-grand E. Donc, c'est vrai que l'enquête avait montré qu'en Afrique, souvent, la population, les patients drépanocytaires étaient transfusés en sang total ou bien même en CGR, mais que le phénotypage dans les systèmes RHKL n'était pas systématique chez tous les patients. Mais force est de constater que même avec le système RHKL, il y a cette possibilité d'avoir dans le système RH des anticorps. Alors, parlant de deux autres systèmes, notamment le système DUFI et le système KIT. Alors, pour le système DUFI, on a en majorité dans la population noire les patients qui sont DUFI A-, B-. Mais vous voyez bien que on a à 22% à peu près à la suite de ces études-là de patients qui seront du FI A-, B+, ou bien 9% de donneurs qui seront A+, B-. Alors, si jamais on a des CGR qui sont utilisés et qui émanent de ces donneurs, on a la possibilité d'avoir des anticorps anti-DUFI, notamment l'anti-DUFI A qui est méchant. Pour le système KID, aussi, on a une grande partie de la population noire qui est du phénotype JKA plus B-, près de 60%. Alors, si on a des poches qui émanent aussi des donneurs qui sont soit JKA plus B+, ou bien A-, B+, ça veut dire qu'on a la possibilité ici d'avoir des anticorps anti-JKB-. Donc, ici, on a voulu partager quelques cas cliniques. Le premier cas, c'est une dame de 32 ans qui est drépanocytaire. Tous ces cas sont des cas de drépanocytaire homozygote avec un antécédent d'inefficacité transfusionnelle. Alors, la nuance à faire ici par rapport à l'inefficacité transfusionnelle, comme disait Françoise, quand on veut évaluer, il y a le taux d'hémoglobine pour évaluer, mais il y a aussi en termes de rendement la diminution de l'hémoglobine S et puis l'apport de l'hémoglobine A. Mais souvent, ce qu'il faut constater, c'est que les poches utilisées des CGR peuvent venir des donneurs qui ne sont pas AA. Donc, souvent, ça peut un peu biaiser quand on veut évaluer cette inefficacité transfusionnelle. Donc, cette dame avait eu une efficacité transfusionnelle par rapport au taux d'hémoglobine dans ses antécédents et ce qui avait été conseillé, c'était de faire des globules rouges compatibilisés. Alors, avec une ostéonécrose de la hanche, elle devait subir une intervention, des poches avaient été compatibilisées, mais souvent avec un problème de coordination avec les cliniciens, cette dame a reçu des poches, toutes les poches n'étaient pas des poches compatibilisées venant de la banque de sang. Donc, elle a présenté une crise vaso-occlusive en post-op et souvent, ça peut se faire les jours qui suivent parce que quand c'est dans les antécédents, on a cette allonisation avec une réponse anamnestique, ça peut suivre juste après. Donc, quelques jours après, elle était en crise vaso-occlusive et les urines, en échangeant avec la patiente, elle parle d'urine foncée, elle fait la photo et c'était des photos d'urine comme ça au niveau des toilettes, donc urine Coca-Cola carrément, et qui a failli passer inaperçue par les cliniciens. Deuxième cas, c'est une dame de 39 ans avec des antécédents lourds de
d'expressivité de sa drépanocytose. Et après, au moment de grossesse, qu'il y a eu, vers la fin de la grossesse, un échange transfusionnel. Et donc, on était à distance. Et puis, après, en péri partum, la transfusion qui devait avoir la poche qui avait été compatibilisée. Donc, le professeur n'a pas posé la question quelle est l'expérience, même si on a des poches compatibilisées. Alors, la validité de la compatibilisation peut être intéressante. Un patient qui a eu une transfusion antérieure de plus de 6 mois, voilà, c'est pas la même validité que quelqu'un qui a eu les transfusions récentes. Donc, la poche qui avait été compatibilisée, proposée, un problème de coordination avec les cliniciens avait été gardé au-delà de 112 heures. Donc, quand il y a eu cette transfusion, cette dame a présenté un syndrome itérique avec une efficacité transfusionnelle avec des urines coca encore. Donc, ça veut dire que quand on compatibilise la poche, il faut vraiment tenir compte de la validité de cette poche compatibilisée en coordination avec la banque de sang. Un autre cas, c'est une patiente de toujours homozygote, 36 ans, avec antécédent d'hémolyse post-transfusionnelle dans son histoire. Et cette dame, alors, le phénotypage RHKL, en tout cas pour ce qui concerne Bamako, si on n'est pas dans un cas d'urgence, dans un cas de suivi, un patient qui est recruté, idéalement, on fait le phénotypage en RHKL au minimum. Maintenant, avec ceux qui ont des impasses transfusionnelles, si on a la possibilité, on fait le phénotypage étendu. Donc, vous voyez chez cette dame qu'elle est JKA plus B-. Et comme la majorité des patients noirs, FIA-, B-. Donc, cette dame, on la transfuse moins parce que son problème transfusionnel était connu et au mois de mars 2025, elle a présenté une paresthésie de l'unicorps, donc un scanner qui avait conclu à un AVC. Et donc, on devait la transfuser en échange avec des poches qui devaient être d'abord sur le plan hémoglobinique vérifier que ce sont des poches AA en termes par rapport aux résultats. Et cette dame, pour pouvoir avoir des poches compatibles testées avec son échantillon, on a dû aller à plus de 20 kilos pour tester. Donc, ça veut dire que souvent, il faut cette collaboration, ne pas transfuser en urgence sans attendre d'abord ce que propose la banque de sang. Un autre cas, c'est une dame de 39 ans, toujours homozygote, avec une déglobalisation qu'elle avait présentée lors d'une grossesse. Et en urgence, quand elle s'est retrouvée dans les 4 grammes, on avait proposé en premier temps des poches phénocompatibles, mais il y a eu d'autres poches transfusées sans attendre la banque de sang. Donc, cette dame, après, on a eu, en termes de RAI anticorps retrouvé, un anticorps C et à la RAI une pan-agglutination. Donc, ça avait été précisé par mes prédécesseurs que souvent, une RAI négative ne peut pas exclure la présence d'anticorps, surtout quand on utilise des panels qui ne reflètent pas souvent la population noire. Donc, ce qu'on propose ici, en tout cas à Bamako, pour les polytransfusés, les gens qui ont eu des transfusions antérieures, on propose des poches compatibilisées aux patients. Alors, ce que je voudrais dire, c'est de ne pas oublier en termes de sécurité transfusionnelle qu'il faut toujours éviter l'anticorps spécifique par rapport à un antigène qui sera identifié. Donc, pour cela, il faut qu'on arrive pas dans un cas d'urgence, mais au moins en anticipant à faire le phénotypage des patients. C'est ce qui est l'idéal. C'est ce qui se passe à Bamako. Alors, dans la présentation de Mayan, quand on parlait de poche avec ce forfait, pour ce qui est de Bamako, il y a la gratuité et le patient ne paye pas. Le patient paye seulement l'examen de compatibilité. Mais ce qui est important, c'est vraiment cette collaboration entre les cliniciens et le transfusé, que vraiment, quand on est dans un cadre extrême, voilà, une transfusion est indispensable. En fait, ce qu'il faut le retenir, c'est que il faut toujours, il y a une crise vaso-occlusive au décours d'un épisode transfusionnel, il faut vraiment suspecter cette hémolyse. Et que euh, la reprise des transfusions, lorsque l'on est devant ce cas-là, peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc, en fait, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que très souvent, il est important de faire une RAI en post-transfusionnel. Pourquoi? Parce que les anticorps qui vont apparaître suite à une transfusion
vont au fil du temps, diminuer et disparaître et ne plus, mais vont toujours exister chez le sujet, mais par contre ne vont plus être détectables par les techniques de laboratoire. Donc en fait, il est important de faire cette RAI post-transfusionnelle. Je sais que c'est des difficultés pour vous en Afrique, puisqu'on a déjà du mal à la faire en pré-transfusionnelle, mais je pense que cette post-transfusionnelle est vraiment très très importante. Et surtout, il va falloir éduquer son patient, lui dire que il a une fatigue parce que qui va être liée à l'anémie qui survient puisqu'il y a une déglobulisation, qu'il va avoir des urines faussées, qu'il va avoir une crise vaso-occlusive qui arrive alors qu'on est à quelques jours de son épisode transfusionnel, il faut absolument qu'il appelle son médecin pour que ce patient puis être pris en charge le plus rapidement possible parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un accident grave.